Bonsoir à tous. Euh, c'est vraiment avec plaisir que nous allons partager aujourd'hui euh, sur l'étude de documents en sciences économiques et sociales. Donc l'idée ici, ce sera de comprendre un petit peu les inégalités de richesse, analyser un document et voir comment dans une société, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une ville, on peut comprendre ici ou on peut mesurer les inégalités. Donc, l'outil de modélisation proposé ici, c'est la courbe de Lorentz. Et on verra, on va essayer de faire un parallélisme avec la loi de Pareto 20-80. Donc, sans plus tarder, nous avons donc ce document qu'on nous a ici donc proposé. Donc, on peut lire ce document rapidement. Qu'est-ce qu'on voit donc dans le document? On voit ici la concentration du revenu disponible et du patrimoine financier des ménages en France. Voilà, vous présenterez les documents, puis vous caractériserez les inégalités qu'il met en évidence. Voilà, donc ici, on a la droite continue pour le patrimoine financier, c'est cette courbe-là continue. Et ici, on a un revenu disponible des pointillés, comme ça, voilà, ça c'est revenu disponible. Et on a cette droite-là, qu'on appelle en mathématiques la première bisectrice, qui ici on va appeler la courbe d'équirépartition. Donc ça, c'est en quelque sorte l'égalité, voilà, l'égalité parfaite ici. Et plus on s'écarte, plus on est inégalitaire. Donc on a fait quand même allusion à un certain nombre de choses, entre autres la loi de Pareto et la loi ici et la courbe de Lorentz. Donc c'est quoi la loi de Pareto? Donc ici on voit Pareto's law is either of the following closely related ideas. Pareto principle or law of the vital few, stating that 80% of the effect come from 20% of the causes. Donc la loi de Pareto, c'est la loi 20-80, ça nous dit quoi? Que 20% ici donc des causes vont ici engendrer 80% des conséquences. Voilà, c'est ça l'idée ici, où 20% des personnes vont posséder 80% des richesses. C'est à peu près ça en fait l'idée, mais c'est une distribution mathématique qui existe bel et bien. On peut aller beaucoup plus loin dans cette étude. Et la courbe de Lorentz, donc ici on a line of equality, donc l'égalité ici, et ici donc on voit comment c'est représenté donc en deux temps. Là c'est le phénomène étudié. Donc in economics, the Lorentz curve is a graphical representation of the distribution of income or of wealth. It was developed by Lorentz, obviously, in 1905 for representing inequality of the wealth distribution. Voilà, donc c'est pour représenter ici les inégalités. Donc, connaissant déjà ces deux phénomènes, en tout cas la courbe de Lorentz, à minima, on peut proposer quand même une analyse ici. Donc après vont venir les mathématiques pour renforcer notre étude ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc la source déjà du document, la prise en compte, c'est intitulé la prise en compte des revenus du patrimoine dans la mesure des inégalités. Donc prendre en compte des revenus du patrimoine, donc le patrimoine financier, et prendre en compte les salaires, ça permet de mesurer ici les inégalités. Donc ça peut être pris comme paramètre ou comme indicateur important. Donc le document en question, ça a été proposé par Alexandre Baclay et Émilie Reynaud, publié donc dans Économie et statistique en 2008. Voilà. Donc la courbe, c'est toujours les droites proposées. Il y a l'abscisse, il y a l'ordonnée. En l'abscisse, c'est ça, voilà, l'abscisse horizontale donc va correspondre au ménage. Et l'ordonnée, donc sur la verticale, là, c'est aussi en pourcentage, tout est en pourcentage de part et d'autre. Donc pour les ordonnées ici, qu'est-ce qu'on observe? Ça sera les parts de revenus ou de patrimoine. On peut donc étudier notre document ici, donc introduction, développement, et essayer d'appliquer les mathématiques comme outil ici. Donc on dispose d'un graphique extrait d'un article rédigé par Alexandre Baclay et Émilie Reynaud. Voilà, c'est une proposition d'élève. Il s'agit plus précisément de deux courbes de Lorentz. L'une pour la concentration du revenu
et l'autre du patrimoine financier. Donc, comme on l'a vu là, revenu en pointillé, voilà, revenu ici donc en pointillé, et patrimoine financier en continu. Voilà. En guise de développement, on constate que, donc ici on va faire une sorte de saisie des données et une interprétation. Donc en saisie des données, c'est la courbe de Laurent du patrimoine financier qui est la plus éloignée de la première bisectrice, donc de la droite d'équirépartition. Donc la droite d'équirépartition, c'est cette droite-là. Donc ici, le patrimoine financier, donc voilà, c'est qui possèdent de l'argent par héritage ou qui l'investissent. Voilà, donc bref, idée ici de ceux qui thésaurisent ici, donc la droite d'équirépartition est beaucoup plus éloignée ici par rapport au patrimoine. Donc on va en déduire que la répartition du patrimoine financier est plus inégalitaire que la répartition des revenus disponibles. Voilà. Donc ensuite, si on doit parler ici de la loi de Pareto, comme quoi 20% des ménages posséderaient 80% des richesses, c'est l'idée globale qui revient souvent, mais ici on va tenter de le quantifier par une lecture graphique entre autres. Donc pour la lecture graphique, on va utiliser les compétences requises, donc la lecture en fait des graphes, comme on le fait en classe de mathématiques. Alors qu'est-ce qu'on constate? On peut regarder des points stratégiques, par exemple en abscisse 80, 90, voilà, parce que c'est quand même une large majorité, hein, et regarder un peu la moitié, voilà, 50%, qu'est-ce qui se passe? Et puis tenter de nuancer ici. Donc pour 90 déjà, concernant le patrimoine, on constate que P, c'est la fonction patrimoine financier, et R, c'est la fonction revenu disponible. P de 90%, donc pour 90% est là, P de 90%, ici, donc P comme patrimoine, donc P de 90%, ici, P de 90%, là, ça nous donne 40%. C'est-à-dire que 40% de la population ou des ménages possèdent 90% du patrimoine financier. 40% des ménages possèdent 90% du patrimoine financier. Donc vous vous rendez bien compte ici de l'aspect inégalitaire. Même on pouvait le faire pour 80, on se place ici en abscisse pour 80, on regarde, on constate que c'est environ 22, donc un peu plus de 20% en tout cas. Donc 80%, ici P de 80% égale à 22%, c'est-à-dire que 22% des ménages possèdent 90% du patrimoine financier. Donc, on a vu pour les grandes quantités, pour 90, pour 80, essayons de voir pour 50 ce que ça représente. Donc, P de 50, on se met à 50 ici et on va lire P de 50. Voilà, on est à peu près là. Donc, P de 50% égale à 5%. C'est-à-dire que la moitié des ménages ne possèdent que 5% du patrimoine financier. Donc là, on a fait un zoom, on a fait vraiment un focus sur l'aspect inégalitaire ici de la fonction patrimoine financier comme indicateur des inégalités. Euh, Maintenant, on va procéder par comparaison, c'est-à-dire lire pour la moitié des ménages concernant les patrimoines financiers et regarder pour la même moitié concernant les revenus disponibles ici. Donc, P de 50% ici correspond à 5% pour les patrimoines financiers et 50% ici des revenus disponibles va correspondre ici à peu près à 27%. Donc, c'est-à-dire que la moitié des ménages qui ont des revenus faibles perçoivent 27% du total des revenus disponibles. Ce n'est certes pas fameux, mais regardez quand même le rapport. Autant ils n'ont que 5% du patrimoine, mais ils ont quand même 27% en termes de revenus disponibles. Voilà comment on peut étudier simplement, avec joie et bonne humeur, ces documents en sciences économiques et sociales. C'est vraiment une matière qui intéresse et qui peut permettre, qui peut grandir l'engagement dans le social, dans l'associatif. Voilà, c'est pour ça que je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.